Je m'appelle David Chantrane, je suis historien de l'art, journaliste et je suis spécialiste de Napoléon depuis près de 25 ans. Légende. Le Napoléon assoiffé de bataille, évidemment on pense tout de suite à la campagne de Russie et à l'Espagne. Sauf que ce qu'on n'imagine pas, c'est qu'il est héritier d'un problème, on va dire entre guillemets, un problème politique majeur. Il hérite d'une situation du Directoire et même avant de la Révolution française, parce que comme c'est une république au milieu d'autres monarchies, il est obligé de repousser les attaques successives, en particulier des Autrichiens, des Prussiens, des Russes, et bien sûr des Anglais. C'est surtout un défenseur des acquis de la Révolution et de la République française. Histoire parce qu'on a tous en tête l'image de Louis XIV qui a fait avec la Rhénie une police très méticuleuse. Mais en réalité, il faut attendre la Révolution et surtout Napoléon avec son ministre de la police éternel, ce personnage sulfureux et terrible qui est Fouché, pour que finalement la police que l'on connaît aujourd'hui et tout l'espionnage autour soit véritablement celle que l'on connaît. Alors, il y a un personnage qui apparaît dans toutes les têtes, c'est Vidocq. Vidocq qui avait fait du bagne et Vidocq qui se rachète une conduite en vendant d'une certaine manière tous les personnages qu'il a connus et qui va pousser, parce qu'il connaît toutes les subtilités d'un métier qu'il a pratiqué auparavant, celui de voleur, pour être le plus grand des espions. Et donc Napoléon, c'est l'inventeur de l'espionnage moderne. C'est de l'histoire et c'est vraiment de l'histoire parce que 200 réformes et surtout des travaux qui avaient été entrepris par les rois précédents ou par la Révolution qui n'avaient jamais abouti. Tout simplement parce qu'on n'avait pas pris le temps et parce que les événements étaient contraires. Napoléon bénéficie d'un petit peu de temps, d'un peu d'éléments de paix, ce qui est nécessaire, et surtout d'une génération complète qui, mise au travail avec des Cambacérès, des Lebrun, des gens qui ont dans leur bagage des projets extraordinaires et qui vont les faire aboutir parce que Napoléon leur donne carte blanche et leur dit « Allez-y, on va enfin faire de la France une France moderne ». Et il va gagner 100 ans et encore aujourd'hui, 200 ans après, une grande partie de ces réformes permettent à la France d'être ce qu'elle est aujourd'hui. Histoire et légende. Histoire parce qu'il a été formé aux meilleures écoles militaires et qu'on lui a appris qu'au feu, il ne faut pas faire de sentiments. Et quelles que soient d'ailleurs les victimes autour de lui, il faut aller vraiment jusqu'au bout de l'objectif qui a été assigné. Mais il y a un peu de légende dans tout cela. On a dit de Napoléon qu'il était sanguinaire, qu'il n'avait pas de respect pour ses hommes. En revanche, il faut se souvenir qu'avec les hommes qui l'entourent, et en particulier les chirurgiens, les médecins qui ont fait énormément de progrès, eh bien, il se rend compte qu'en faisant du sentiment et surtout en soignant les hommes qui tombent autour de lui, on peut peut-être en récupérer pour avoir encore des hommes valides un jour lorsqu'ils seront guéris. Donc les deux éléments sont contradictoires et Napoléon est un petit peu effectivement froid parce que c'est son apprentissage, mais il sait aussi qu'avec l'enthousiasme et surtout le soin qu'il va apporter à ses hommes, eh bien il va se trouver avec des gens qui seront à son service comme personne d'autre. Légende parce qu'on a toujours en tête le Napoléon petit au milieu de ses grognards avec ses bonnets d'ours énormes et gigantesques, mais en réalité Napoléon était plus grand que la moyenne. Et il paraît petit, malingre, parce que c'est surtout la caricature qu'il a représentée comme ça. On le voit dans les caricatures anglaises et on l'a représenté, on l'a dénigré parce qu'on voulait surtout abaisser son pouvoir. Et c'est parce qu'on a voulu le mettre dans une case qu'on l'a mis encore plus petit qu'il n'était. Légende parce qu'à chaque fois, dans tous les personnages de l'histoire, on a l'impression qu'on nous a caché quelque chose, qu'on ne nous dit rien. En réalité, Napoléon est mort tout simplement d'une mort naturelle, mais il n'a pas été transformé ou surtout subtilisé et remplacé par un autre personnage. On a parlé d'un valet de chambre ou d'un maître d'hôtel, le fameux Cipriani. Rien de cela. Rien de cela parce qu'en 1840, quand on a rouvert son tombeau à Sainte-Hélène, tous les gens de son entourage l'ont reconnu et surtout l'emmener aux Invalides pour lui donner un tel tombeau qu'on connaît aujourd'hui, eh bien c'était inimaginable à l'époque, c'était du crime de lèse-majesté et jamais on n'aurait mis quelqu'un d'autre que Napoléon dans son tombeau. Histoire et légende. Les deux parce qu'on a fait des tests sur ses cheveux et on a retrouvé des traces d'arsenic. Pourquoi de l'arsenic ? Eh bien à l'époque on trouve de l'arsenic dans les papiers peints, dans les éléments de coiffure, et notamment dans ces poudres qui permettent de tenir les cheveux
en très bon état. Et donc à partir de cette théorie d'un empoisonnement à l'arsenic, on a tiré le fil pour dire Napoléon a été empoisonné par son entourage ou peut-être par les Anglais qui voulaient s'en débarrasser parce qu'il coûtait cher à Sainte-Hélène. En réalité, rien de tout cela. En faisant les mêmes tests avec les personnes de son entourage et avec sa famille, les taux étaient les mêmes. Donc évidemment, la légende s'est emparée de tout cela. Aussi bien que pour Elvis ou pour Michael Jackson, on a l'impression que Napoléon est mort de manière tout à fait différente de celle qu'on nous a apprise à l'école. Histoire. Lorsque Napoléon arrive en Égypte, il donne des instructions à ses soldats en leur disant « Respectez à la lettre la religion dans laquelle vous allez vivre maintenant au quotidien et avec laquelle vous allez devoir composer. » L'islam était pour des gens qui étaient pétris de catholicisme et surtout qui avaient connu la Révolution, donc plutôt, on va dire, athées ou du moins qui avaient un peu pris de distance avec tout ça, une religion tout à fait nouvelle et très étonnante dans ses mœurs et dans ses habitudes. Donc Napoléon leur dit « Allez-y, respectez les choses, respectez les personnes et respectez les femmes telles que les musulmans le font. » Alors il donne des gages et il montre l'exemple en disant que Mahomet est le prophète de Dieu et que surtout, il faut que lui-même soit dans les pas de ce qui a été fait auparavant. Donc il ne s'est pas tout à fait converti à l'islam, mais du moins il en a respecté les dogmes et certains membres de son entourage, notamment Menou, qui est un de ses généraux, va se faire appeler Abdallah Menou.